La lettre du voyant est le produit d'une rapide et fiévreuse évolution. Pour bien la comprendre et saisir ce qu'elle a de révolutionnaire tant pour la vie et l'œuvre de Rimbaud que pour l'histoire même de la poésie, il est important de la mettre en perspective avec ce qui la précède. Alors, ce qui la précède, c'est d'abord les premiers poètes, ceux qui datent du début de 1870. Rimbaud s'est engagé dans une quête de la vraie vie. Il partageait entre les obscurités et la lumière. Il se propose de réinventer l'amour et par là la vie. Il a le sentiment fragile que le langage poétique suggère l'être, peut rendre compte de l'intensité de l'existence. Les premières pièces poétiques de Rimbaud, celles du Cahier de Douai notamment, croient entièrement au pouvoir des mots de désigner autre chose que notre monde, mauvais. L'espoir du jeune homme a été fortifié par sa rencontre avec un jeune professeur, Georges Isambard. Il est pour Rimbaud, qui s'ennuie dans son Charleville natal, une sorte de providence. C'est grâce à lui qu'il va parfaire son temps de l'apprentissage, mais déjà la rébellion se fait jour chez lui. Son enthousiasme premier en l'amour retombe, mais pas celui pour l'écriture, qui se fait l'écho d'ailleurs de ses répugnances. L'été 68 marque pour lui la découverte de la vraie poésie, et ça va se marquer chez lui par un sentiment de liberté qui va s'incarner à travers deux fugues. La première a lieu en août 1968, elle échoue, mais elle lui a permis de vivre des premiers jours heureux. La deuxième arrive en septembre et octobre 1968, d'abord en Belgique, puis à nouveau à Douai, et c'est là qu'il atterrit pour recopier sur des belles pages blanches les poèmes que plus tard son professeur et éditeur Paul Demny publieront. Après cela, rapatrié par la police, de retour chez la Bouche-Dont, c'est-à-dire sa mère, Rimbaud sombre dans une forme de désespoir. Il écrit dans Une saison en enfer, « On ne part pas, il n'y a pas de retraite, pas de château, ce ne peut être que la fin du monde en avançant. » Cette période sombre s'ouvre et surtout, elle aboutit à une forme de colère. Cette colère ne sera que passagère, car au-delà, il parvient à dépasser cette impuissance. Et c'est alors que deux lettres, l'une à Isambard et l'autre à son ami Paul Demny, permet d'afficher et d'affirmer sa force de création. Alors que son être a failli être submergé, il trouve alors une résolution et elle est poétique. La lettre du voyant marque donc un véritable palier dans la logique d'émancipation poursuivie par Rimbaud. Il transcrit dans La fièvre ses dernières découvertes occultes, où la clé est trouvée pour enfin parvenir à dire l'être, à le rendre à l'unité qui a existé fut un temps. Tel un alchimiste, un poète, dit-il, viendra. Il sera le héros de l'esprit et rétablira la langue universelle. Le mystérieux pouvoir que Rimbaud a toujours pressenti dans la parole trouve alors dans ces deux lettres de mai 71 leur gloire. En un mot, la lettre du voyant n'est que l'aboutissement d'une crise tout à la fois existentielle et poétique. Pour la décrypter un peu, nous allons nous concentrer sur quelques lignes de cette fameuse lettre. Rimbaud prétend rien moins dans cette lettre annoncer l'avenir de la poésie. Pour cela, il commence par repousser l'ancienne, celle des ancêtres, tout en ayant à cœur d'en distinguer une part d'héritage. Il évoque l'avachissement du classicisme et la fausse vision du moi dirigée par la raison que cette esthétique a propagée. C'est elle qu'il vise quand il écrit « Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du moi que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse en s'en clamant les auteurs. » Il s'agit donc de débalayer le moi des erreurs que la raison a accumulées. Bien qu'il marque une distance avec les romantiques, Rimbaud leur rend hommage, car c'est eux qui ont su remettre le moi au cœur de la poésie, qui doit être, dit-il, la pensée chantée. S'il diffère des romantiques, c'est qu'il entend libérer le moi de toute maîtrise et de toute identification. Son projet tient en une formule, je est un autre, et en deux métaphores, celle de l'éclosion,
hein. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute. Et deuxième métaphore, celle de la musique, je lance un coup d'archet. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. C'est-à-dire qu'il s'agit tout à la fois d'être celui qui lance la note et qui en même temps l'écoute. Il entend rendre la poésie et le moi objectif par une méthode délirante que nous allons tout de suite voir. Nous avons donc pu voir contre qui et contre quoi l'avenir de la poésie se joue selon Rimbaud. Nous allons voir dans un deuxième temps par qui cette révolution doit être menée. Eh bien, on l'a vu, elle est faite par le jeu qui est devenu un autre, qui est devenu, il l'explique un peu plus tard, un voyant. Le poète se fait voyant. Alors voyant, il faut l'entendre en trois sens. Déjà, le poète est voyant en tant qu'il use de sa vue. C'est celui qui observe, qui est doué de vision. Le poète est également voyant dans un deuxième sens, en tant qu'il se fait remarquer, c'est celui qui se voit, qui se détache des autres par une forme de génie. Enfin, le poète est également voyant au sens magique du terme, car il est capable de voir au-delà des apparences et des temps. Le voyant est un magicien capable, dit-il, un peu plus loin, de voler le feu, c'est-à-dire la technique et la raison. Alors, maintenant, par quels moyens s'opère la voyance ? Eh bien, c'est une méthode pour le moins paradoxale qui s'opère, disons, en trois phases. La première, eh bien, c'est celle de la connaissance, mais d'une connaissance de soi qui, une fois atteinte, doit mener à l'ignorance, à l'inconnu. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il inspecte, il tente, il apprend. Donc, il faut se connaître. Mais cette connaissance n'est qu'un moment. Le portrait que le poète parvient à faire de lui n'est que temporaire. Il s'agit ensuite de le gâcher, de le transformer. C'est alors que Rimbaud prend la métaphore d'un visage défiguré. Le poète se fait une face monstrueuse. Il parle alors du comprachicos, de ces bohémiens qui se défigurent en se torturant. Et enfin, eh bien, il parle d'un visage sur lequel on aurait mis des verrues. La deuxième phase, c'est celle du dérèglement. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. On l'a vu, pour cela, il doit se connaître, mais aussi il doit souffrir. Il doit vivre en expérimentant tous les poisons. Il se rend malade et c'est en se torturant qu'il parvient à renverser toutes les barrières morales et rationnelles. Cette expérience proche du délire permet d'avoir la vision de l'inconnu et d'ouvrir des horizons poétiques nouveaux. Ainsi donc, la poésie de Rimbaud invite à sortir des limites de la raison et d'ouvrir les portes de la perception. La troisième phase est la transcription de ce dérèglement. Elle consiste en l'invention d'une nouvelle langue. Il s'agit pour le poète de, dit-il, trouver une langue. Alors c'est une langue qui se doit d'être sensitive. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Ce côté synesthésique qu'on le retrouve un peu plus loin quand il dit que l'âme, cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur. Voilà, et il s'agit aussi de mettre tous les sens, d'être la synthèse de tous les sens. C'est une langue qui doit parler à l'âme, et c'est une langue également qui doit être très imagée, offrir de nouvelles visions à l'homme. Alors, mais dans quel but ? Eh bien, on l'a dit, de trouver du nouveau, d'arriver à l'inconnu, d'ouvrir les portes de la perception, tout ça on l'a dit, mais également eh bien, de tracer un horizon nouveau, tout à la fois à la poésie, mais aussi à l'être. Le poète est du côté du progrès, dont il vient multiplier les champs.